Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Pilote Démarrez vos moteurs, un podcast dédié à la NASCAR, présenté par Starter Jules et Marshall Marcas. Tu vas bien Marshall Marcas ? Très bien et toi, très content d'être là pour ce podcast. Pareil. Plusieurs fois dans l'année donc, nous vous ferons vivre l'actualité de la NASCAR, ce sport automobile américain si spécial et spectaculaire. Nous pronostiquerons sur les courses à venir, nous présenterons également des pilotes, des histoires et des records de cette discipline. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va vous présenter la NASCAR et vous faire la preview de la saison 2025 qui débute le 16 février prochain. Vous êtes prêts et prêtes ? Alors, auditeurs et auditrices, démarrez vos moteurs. Cars, Dead of Thunder, avec l'excellent Tom Cruise dans ce film, Daytona, ou encore Dale Earnhardt. Tout le monde ou presque, s'intéressant plus ou moins au sport automobile, a déjà entendu ces noms quelque part. Une chose les relie toutes, la NASCAR. Ce sport automobile consistant, la plupart de la saison bien entendu, à tourner en ovale pendant 3 heures sur des pistes d'à peine 1,6 km de long. Donc la NASCAR, c'est l'acronyme en anglais de National Association for Stock Car Auto Racing. Magnifique. C'est le sport, t'as vu ça, mon accent anglais, c'est le sport automobile américain le plus populaire. Il est plus populaire que la Formule 1, qui s'implante petit à petit aux États-Unis, mais qui a encore beaucoup de chemin à faire pour rejoindre la NASCAR. Mais c'est également plus populaire que l'IndyCar. En 2018, la NASCAR rassemblait en moyenne 3,34 millions de téléspectateurs et l'IndyCar seulement 1,11 million de téléspectateurs. Ce qui fait quand même une différence assez importante. Il y a 3 fois plus de personnes qui regardent la NASCAR à chaque course que de personnes qui regardent l'IndyCar. Alors qu'en Europe, on connaît un peu plus l'IndyCar que la NASCAR. Donc actuellement, on compte 3 constructeurs dans les divisions nationales de la NASCAR, qui sont Ford, Chevrolet et Toyota. Donc Ford et Chevrolet sont des constructeurs américains, et Toyota est un constructeur japonais. Il y a 3 divisions dans le système NASCAR. Donc il y a les Cup Series, qui est le championnat phare qui est apparu dès 1948, après la Seconde Guerre mondiale. Puis ensuite, la deuxième division est la Xfinity Series, qui mélange des pilotes haut dans l'eau, parfois trop, et des vétérans issus de la Cup Series. Et donc la troisième division, c'est les Truck Series, qui a été créée en 1993, où ça consiste un peu en des courses de pick-up bodybuildé. Au début, c'était avec des champions historiques, et maintenant, c'est un peu avec les fils à papa qui n'ont pas vraiment le niveau pour évoluer plus haut, mais qui ont l'argent pour devenir pilote automobile, pour avoir une écurie avec eux. En d'autres termes, des ersatz de notre cher Lance Stroll. Que les fans de F1 connaissent très bien. La NASCAR traîne derrière elle un passé houleux, par ses origines déjà, parce qu'il y a un lien historique avec la contrebande d'alcool. Suite à la prohibition entre 1920 et 1933, les moteurs des voitures, en fait, elles étaient trafiquées pour échapper plus facilement à la police. C'est un peu une des bases de l'origine de la NASCAR. NASCAR a aussi une image conservatrice et sudiste, malgré des tentatives d'élargissement de la fanbase au fil des années. Bon, des fois ça arrive un peu tard, l'interdiction des drapeaux confédérés, les drapeaux confédérés qui représentaient le camp sudiste pro-esclavagiste pendant la guerre de sécession, ont été interdits seulement en 2020. En plus de ces drapeaux confédérés, il y a des fois des termes un peu limites, voire complètement illégaux, qui ont été utilisés. Par exemple, Kyle Larson, un pilote de NASCAR Cup, qui a été viré de son écurie Chip Ganassi Racing en avril 2020, après l'utilisation d'un terme insultant vers la communauté afro-américaine, qu'il avait proféré en direct lors d'une session iRacing sur Twitch. Après ces considérations historiques toujours très importantes réalisées par Jules, qui permettent d'éviter d'en faire un épisode aussi long que le Coca-Cola 600, on vous laissera aller voir en quoi consiste le Coca-Cola 600 bien sûr par vous-même. Il est temps de se demander, mais qu'est-ce que c'est concrètement la NASCAR ? Très bonne question que vous pouvez sans doute vous poser. On s'attardera ici majoritairement sur la Cup Series, mais on peut dire que les choses sont quasiment similaires pour les 2 autres divisions qui s'apparentent un peu en quelque sorte pour les fans de Formule 1 à la F2 et à la F3. Une saison, en tout cas celle de 2025, comporte 36 courses. Jusque-là, assez simple. Il faut aussi rajouter à ça une All-Star Race qui aura lieu également à Charlotte ou à North Wilkesboro cette année. S'inspirant de ce qui se fait de mieux aux États-Unis, on peut penser au All-Star Game en NBA, bien entendu, avec notre Victor Wembanyama national. Ces 36 courses se répartissent en fonction de 4 types de circuits. Tout d'abord, on trouve
les short track, puis les speedway. Troisièmement, les super speedway. Et enfin, les circuits routiers qu'on connaît bien sûr extrêmement bien en Europe. Les short track sont caractéristiques par leur distance de moins d'1 mille de long. 1,6 km, on va, pendant le podcast, alterner entre les 1000 et les kilomètres pour qu'on puisse à peu près s'y retrouver. Parmi eux, on trouve Bristol ou Martinsville qui sont les plus connus puisque Bristol a inspiré le circuit utilisé dans Cars, notamment lors de cette fameuse finale à 3. Les deuxièmes qui sont les speedway sont les circuits les plus répandus qui font entre 1 et 2 miles. On pourra citer Las Vegas, Homestead Miami, lieu de l'ancienne finale, ou encore Phoenix, qui est le lieu de l'actuelle finale du championnat. Les super speedway qui font plus de 2000 de longueur, qui sont souvent les circuits où on assiste au plus d'accidents, au drapeau jaune, au changement de leader de la course, etc., au plus de dépassements aussi dans une course. Ils sont au nombre de 2 avec Daytona, sur lequel on reviendra par la suite, et Talladega, qui a donné son nom au film Talladega Nights du même nom, avec Sacha Baron Cohen notamment, où les voitures se retrouvent parfois à 3 ou 4 de front, comme on dit en anglais 3 or 4 wide, side by side ou bumper to bumper, donc c'est-à-dire que les voitures se retrouvent portière à portière ou pare-choc contre pare-choc. Vraiment, ça fait des files indiennes de voitures, de 10-15 voitures les unes derrière les autres. On assiste malheureusement régulièrement à des big ones qui sont de spectaculaires accidents, souvent de nos jours sans grand danger physique pour les pilotes avec une amélioration des safer barrières ou de la sécurité avec l'introduction du HANS, avec au moins une dizaine de voitures impliquées. Enfin, cette saison, on comptera 6 circuits routiers connus par les fans de sport automobile avec Watkins Glen, Sonoma, le Roval à Charlotte, la course de rue de Chicago, apparue en 2023, le Circuit of the America, le Kota d'Austin, utilisé également par la Formule 1, et une grande première pour la Cup Series avec l'arrivée de, pardonnez mon accent espagnol, l'Autódromo Hermano Rodríguez au Mexique, sur un parcours qui serait similaire à celui emprunté en Formule 1, avec quelques changements, notamment au départ sur la partie en dehors de l'autodrome. Et qui est la première course de NASCAR à se dérouler au Mexique. Tout à fait. Il y a déjà eu au milieu des années 2000 une course de Nationwide Series, donc de deuxième division, mais qui malheureusement pas restée longtemps, alors que cette année, les 3 divisions nationales ont droit à leur course au Mexique, ce qui permet une ouverture, puisqu'on pourra également en parler, mais Daniel Suarez est le seul pilote mexicain et non américain surtout du championnat où 39 des 40 pilotes, donc la plupart du temps, sont issus des États-Unis d'Amérique. Petite précision aussi sur les speedways, on a différents speedways puisqu'on a des ovales classiques, des ovales en D, donc c'est-à-dire qui forment littéralement la lettre qu'on vient de citer, notamment Phoenix, ou enfin les tri-ovales, il y en a un seul, c'est Pocono. Une course, elle va se dérouler en 3 parties, sans compter bien sûr les essais et les qualifications que tous les fans de sport automobile connaissent. Les étapes, qu'on appelle stage en anglais, 1 et 2 concernent environ la moitié de la course, grosso modo 40 et 60% de la longueur. Plus la course avance, plus les stages vont être longs, sachant que le segment final va occuper la moitié de la longueur totale de la course. Et là, accrochez-vous bien, puisque bien sûr, ça se complique. À chaque fin de stage, on va trouver un drapeau jaune qui est un drapeau dit de compétition qui permet à la fois de s'arrêter au stand pour mettre des pneus ou de l'essence notamment ou réparer les débris aperçus par le spotter. Et là où il faut vraiment s'accrocher, attacher sa ceinture, c'est sur la longueur du course qui, la plupart du temps, font au minimum 3 heures, donc nettement plus qu'un Grand Prix de Formule 1 et à peine que les courses les plus courtes en endurance. Pour anecdote, la course la plus rapide de l'histoire aura duré 1 heure et 8 petites minutes sur le circuit de Sonoma, tandis que la plus longue est de, accrochez-vous encore une fois, 6 heures et 42 minutes, quasiment aussi long que Milan-San Remo pour les fans de cyclisme, lors du Southern 500 sur Darlington Raceway en 1952. Mais à l'époque, il faut dire que les voitures avaient peu de modifications contrairement à maintenant, ce qui fait que la moyenne était à peine de 115 km/h. Sachant qu'on a des courses qui ont duré plus longtemps pour interruption en raison de la pluie ou des mauvaises conditions, car hors circuit routier, la NASCAR, encore une fois, une spécificité de ce sport, ne courira jamais sous la pluie. En effet, il y a une fois où il y a une course avec des orages à proximité du circuit. Malheureusement, des spectateurs sont décédés, donc depuis, dès que sur un radar à 20 ou 30 km autour de la piste, on a des orages ou des éclairs qui sont signalés, c'est drapeau rouge, merci, au revoir, rebâchez tout. Maintenant, on va s'attarder à la course en elle-même, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, où le départ, il se fait lancer derrière une pace car, donc en gros, c'est les safety cars bien connus, afin d'éviter au maximum les incidents et accidents qui sont causés, en général, par les départs arrêtés.
Si un drapeau jaune intervient dans les 2 derniers tours de la course, donc du stage 3, par rapport à ce qu'on a dit auparavant, alors on va voir l'apparition de ce qu'on peut appeler l'overtime. C'est-à-dire que la course va être automatiquement rallongée de 2 tours. Lors du dernier tour, donc c'est-à-dire au moment où le leader passe la ligne d'arrivée de départ pour entamer son dernier tour, on va agiter le drapeau blanc. Donc, c'est le fait qu'au moindre incident, c'est-à-dire au moindre drapeau jaune, au moindre débris, à la moindre voiture qui se carambole avec une autre ou avec le mur, la course est arrêtée, terminée. Donc, le vainqueur sera le premier sur la piste au moment de ce drapeau jaune. Ce qui fait que des fois, les courses se jouent à des centièmes ou même des millièmes de seconde. Enfin, il faut noter par rapport à ces drapeaux jaunes toujours qu'ils sont très stricts puisque le moindre débris, le moindre morceau de pneu va entraîner un drapeau jaune par les marshals. Enfin, pourquoi faire comme les autres quand on peut faire différemment? Le championnat a un système bien particulier. Avant, jusqu'en 2004, c'est-à-dire comme en F1, en rallye, au WRC, en endurance avec le WEC, le championnat se déroulait au point. Néanmoins, depuis 2004, un format Chase for the Cup a été instauré. C'est-à-dire, pour faire le plus simple possible, que les points vont de 10 à 1 pour le top 10 par segment, stage, donc c'est-à-dire 2 fois pendant la course, on va voir ce format, avec un point de playoff qui est accordé au vainqueur du segment. Et à la fin de la course, les points vont de 40 points pour le vainqueur à 1 point pour le dernier, avec 5, 4, 3, 2 et 1 point pour le top 5, un peu comme la Power Stage au rallye. Tous les pilotes vainqueurs d'une course se retrouvent d'office qualifiés pour la phase finale de la NASCAR avec le Round of 16. Et s'il y a plus de 16 vainqueurs différents, alors les pilotes les mieux classés au championnat vont être qualifiés pour cette phase finale. Mais il faut noter que ça arrive très rarement. Par exemple, il y a une saison où Kevin Harvick, qui est maintenant à la retraite, avait gagné 5 ou 6 des premières courses de la saison, vraiment avait dominé complètement, mais n'avait pas gagné le championnat, puisque c'est encore une fois le sel de la NASCAR. Une fois que la saison régulière est terminée, on a un champion de la saison régulière, c'est un peu aussi peu utile que le champion d'automne en foot par chez nous, mais les points des 16 qualifiés vont être amenés à 2000 points, plus les points de playoff qu'on évoquait avant. Donc, c'est-à-dire que vous avez 2000 points, si vous avez gagné une course, vous aurez 2005 points, etc., etc. Une fois qu'on passe au round of 12, on passe à 3000 points, plus les points de playoff, où il ne reste que 12 pilotes, c'est-à-dire qu'après les 3 premières courses, les 4 derniers au championnat sont éliminés. Après, on refait encore 3 courses, les 4 derniers pilotes sont éliminés, on arrive au round of 8, sorte de demi-finale où les points sont ramenés à 4000. Et enfin, après les 3 nouvelles courses, on va se retrouver avec un reset à 5000 points pour les candidats au Championship 4 qui sont les seuls à pouvoir prétendre à ramener le titre et le trophée à la maison. On peut retenir en raccourcissant très rapidement qu'il est donc possible de gagner le championnat et d'être titré en gagnant une course ou bien de finir 4e de la même course finale alors que vous avez remporté 35 des 36 courses. Grosso modo, la seule course qu'il faudra gagner pour vous, ça sera Phoenix ou bien gagner 3 courses dans la saison au Round of 16, Round of 12 et Round of 8 qui vous qualifieront automatiquement pour la prochaine étape du championnat. Merci Marcas pour cette explication extrêmement détaillée du championnat de NASCAR. On va s'attaquer tout de suite à la première rubrique de cet épisode. Vous allez pouvoir apprendre à les connaître au fur et à mesure de nos épisodes. Donc si vous avez bien suivi le détail des courses que nous a fait Marcas, vous vous doutez donc que la première rubrique est la Stage 1. C'est l'heure du Green Flag et nous allons nous intéresser à la NASCAR Cup. La NASCAR Cup Series existe donc, comme Jules l'a très bien dit, depuis 1949 et aura connu plusieurs noms dans son histoire, puisque le sponsoring, le naming, appelez-le comme vous voulez, occupe une place majeure, comme dans tous les sports américains, puisqu'on va voir que les courses ont parfois des noms très compliqués ou cocasses. Ainsi, d'abord, on a eu la Strictly, Stock Car, le Grand National, la Winston Cup, qui bien sûr est la plus connue et a duré le plus longtemps puisque c'est elle qui a donné son nom à la Piston Cup de Cars, la Nextel Cup Series, la Sprint Cup Series, la Monster Energy NASCAR Cup Series et enfin, à nouveau, tout simplement, la NASCAR Cup Series. Cette année, sur la grille, on va retrouver 15 équipes qui vont être réparties entre les 3 constructeurs. Chevrolet, qui va avoir avec lui Hendrick Motorsport, YAC, qui est l'ex-JTG Dougherty Racing avec notamment Ricky Stenhouse Jr.,
Colleague Racing, Richard Childress Racing, Spire Motorsport et Trackhouse Motorsport, l'écurie du rappeur américain Pitbull, également impliqué en MotoGP. Ford pourra compter sur la Front Row Motorsport, Axe Factory Racing, notre starter Jules va revenir là-dessus après pour la Haas justement, Roush Fenway Keselowski, Rickway Racing, la Team Penske et leur écurie un peu satellite, Wood Brothers Racing. Enfin, le constructeur japonais Toyota se retrouvera avec le plus petit contingent au départ avec seulement 9 voitures qui sont réparties entre la Joe Gibbs Racing et leurs 4 véhicules, l'écurie de Michael Jordan, la 23XI avec 3 véhicules et le Legacy Motor Club avec 2 véhicules engagés à temps complet. On rappellera puisqu'on a également des pilotes qui peuvent s'engager pour certaines courses uniquement en tant que voiture non-charter. En termes de voitures, on va faire un petit point rapidement sur les voitures. Donc, c'est des boîtes de vitesse manuelle, bien sûr, 4 rapports, avec un poids d'environ 1,5 tonne, sans le conducteur et sans le carburant qui est fourni par l'américain Sunoco. 67 litres en général pour la plupart des pistes, donc après ces réservoirs, c'est des informations techniques que vous pourrez retrouver facilement sur Internet, mais qu'on voulait vous donner. Les 3 voitures engagées par les constructeurs, si vous voulez vous les acheter dans la vie de tous les jours, si vous avez les moyens, bien sûr. On retrouvera la Chevrolet Camaro ZL1, la Ford Mustang Dark Horse ou encore la Toyota Camry XV80, sachant qu'on a également des engine suppliers qui sont en gros les fournisseurs de moteurs, comme on retrouve encore une fois en Formule 1 avec Roush Yates qui est exclusif à Ford, Toyota Racing Development pour le moteur Toyota, après on a Hendrick ou ECR pour le moteur Chevrolet. En général, les voitures sont bridées pour aller au maximum à environ 320-330 km/h, éviter de prendre trop de risques, bien sûr. Après, voilà, cette saison, encore une fois, 36 courses, 3 courses pour le Round of 16, 3 courses pour le Round of 12, 3 courses pour le Round of 8 et une course finale, 3 x 3 plus 1, 10 courses, donc 26 courses pour la saison régulière, 10 courses pour la phase finale. Les numéros, contrairement à la F1, ne sont pas liés aux pilotes. Les numéros sont liés aux écuries. Par exemple, le numéro 1 ne sera pas le champion puisque le numéro 1 appartient à Roche Chastain et la Trackhouse Racing. On a des numéros qui sont historiques avec le 3 de Dale Earnhardt, le 18 de Joe Gibbs, le 22 à la Penske, les 2-12-22 de la Penske, le 11 de Denny Hamlin, etc., etc. Maintenant, je pense qu'il est temps de revenir sur la saison 2024, mon cher Gilles. Exactement. Alors, la saison 2024 en NASCAR Cup Series, elle a encore montré les problèmes et les critiques envers le format de la Chase for the Cup qu'on vient de vous expliquer. Donc, c'est Joey Logano qui a remporté son 3e titre en NASCAR. Et c'était en 2024 et il a pour habitude de ne gagner des titres que lors des années paires. Ce qui illustre par exemple certains problèmes du format qui avantage les pilotes qui sont performants seulement lors des playoffs et pas forcément pendant la saison régulière. C'est que Logano, il compte 4 victoires et 13 top 10 dans la saison 2024, alors que d'autres adversaires comme Kyle Larson comptent 6 victoires dans la saison. Et Christopher Bell, qui termine 5e de la saison, comptait lui 23 top 10 à la fin de la saison. Ok, donc on va aussi évoquer les principaux changements qu'il y a eu à l'intersaison. Le principal changement, c'est la disparition d'une écurie assez légendaire de la NASCAR Cup Series, c'est la Stewart Haas Racing. Donc pour ceux qui suivent la F1, le mot Haas doit sans doute être connu. Et donc l'écurie elle disparaît pas, elle devient simplement Haas Factory Racing. L'écurie elle va perdre 3 voitures, elle avait 4 numéros, elle en a plus qu'un, tout en restant motorisée par Ford. Et les 3 baquets ont été redistribués à la 23XI Racing, à la Front Row Motorsport et à Trackhouse Racing. Et les 4 pilotes ont été priés d'aller voir ailleurs. Et ils ont tous retrouvé une place en Cup Series. Donc c'était Noah Gragson, Josh Berry, Ryan Preece et Chase Briscoe. Et le nouveau pilote de Haas est Cole Custer qui sort de 2 saisons en Xfinity. Et Marcas, on peut dire que c'est, comme je le disais, une écurie assez historique de la NASCAR qui disparaît un peu du circuit. Oui, c'est vrai, la fermeture de Stewart Haas Racing, notamment il y a eu des problèmes l'année dernière par rapport aux écuries charter et des problèmes de contrat avec la famille France, mais là on entre dans des considérations autres qu'on pourrait voir consacrer carrément un épisode à la famille France. Mais Stewart, bien sûr, ça fait écho à Tony Stewart, qui a été triple champion
Donc c'est plutôt pas mal puisque en termes statistiques, c'est le 5e meilleur pilote de tous les temps avec les autres triples champions au tournant des années 2000 et au début des années 2010 qui avait le fameux numéro 14. Et c'est dommage parce que perdre Stewart Haas Racing, c'est perdre, j'aurais presque tendance à dire, comme un membre de la famille NASCAR. En fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Starter, mais... Clairement. Bah, pour préciser les choses, c'est une écurie qui a été créée en 2002 et qui a compté plusieurs titres. Ils ont gagné 2 fois la Cup Series en 2011 et 2014 et une fois la Xfinity Series en 2023. Ils étaient engagés à la fois en Xfinity Series et en Cup Series. Et puis aussi, ce qui manquera, c'est les noms qui sont passés quand même par la Stewart Haas Racing. On a eu Tony Stewart, bien sûr. On a eu Kurt Busch, Kevin Harvick, Clint Bowyer, Ryan Newman qui a fait une très bonne saison, notamment en 2014, mais il me semble qu'il était parti, il faudrait vérifier, ou encore la dernière femme à avoir piloté en NASCAR, Danica Patrick. Donc voilà, c'est dommage parce que du coup, ça va encore renforcer les gros top teams et fragiliser les équipes plus indépendantes. À voir ce que ça a donné pour Cole Custer parce qu'on sait qu'il avait déjà fait un premier passage par la Cup Series, il était redescendu après. Pour l'instant, ça me laisse sceptique, mais il faut voir. Et on verra en début de saison et on pourra en reparler par la suite. Et parmi les autres principales informations de l'intersaison, c'est la retraite de Martin Truex Jr., champion de la NASCAR Cup en 2017. Bon, il commençait à faire son âge, mais ça reste quand même une petite perte pour le championnat. Ça reste une perte. Après, personnellement, je dois admettre que c'était pas mon pilote préféré puisque on peut le dire tout de suite, j'ai un biais puisque je supporte absolument Joey Logano. Donc tout ce qui concernera Joey Logano sera bien sûr biaisé. Mais considération personnelle à part, c'est vrai que Martin Truex, c'est son titre en 2017 avec la voiture Bass Pro Shop et la fameuse truite sur la voiture. C'est sa saison. Il a commencé mine de rien en 2004. À une époque, on ne dira pas notre âge, mais on était très jeunes, très jeunes. Et il a fait plusieurs fois vice-champion. Il a fini chez Joe Gibbs. Il a aussi été double champion en Xfinity en 2004 et 2005, alors qu'il avait déjà commencé à courir en Cup Series. Donc voilà, on peut saluer sa carrière, mais c'est pas fini pour lui, puisqu'on en parlera après à Daytona. Il sera sans doute à Daytona. Il sera à Daytona. Pour ce qui ressemblera sans doute à un jubilé, à moins qu'on le revoie de temps en temps sur des courses. Peut-être oui, faire une retraite en douceur, mais ouais, c'est vrai que sur la la saison 2024, il n'a pas gagné l'année dernière, il n'a pas gagné non plus en 2022, il a fait une bonne saison en 2023 avec 3 victoires et 17 top 10, mais au final il finit éliminé au round of 12, donc c'est dommage. Il avait une fin un peu en catastrophe. Mais en même temps, c'est compliqué. C'est compliqué. Il a trouvé le moment de partir. Parce qu'on pourra parler, par exemple, Kyle Busch, qui est aussi historique que lui pour les pilotes actuels. Lui est toujours là, donc c'est ça. Ancien champion de la NASCAR Cup. Donc voilà, c'est quand même un champion, donc toujours un champion qui part. Ça fait toujours bizarre de voir des pilotes, on n'aura plus sur la combinaison leur titre apparaître. Donc maintenant, on va passer à nos favoris. Donc pour les titres, que ce soit pilote, constructeur et rookie. Alors, pour la NASCAR Cup, on va commencer par les favoris pour le titre pilote. C'est le seul favori pour lequel on n'est pas d'accord sur la NASCAR Cup. Je te laisse commencer. On peut. Toi, t'as cité William Byron. Ouais, j'ai dit William Byron parce que déjà, je n'ai pas cité Joey Logano, puisque tout simplement, la théorie est complètement absurde, mais qui peut se vérifier, c'est-à-dire que Joey Logano n'est jamais en finale les années impaires. Il est toujours en finale les années paires, que ce soit 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024. Donc, prochaine finale en 2026, prochain titre en 2028. C'est dit, voilà. 2025, il fera une bonne saison, mais en fait, je vois William Byron parce que on a tendance à oublier, mais ça fait 2 fois qu'il a été au Final Four, au Championship Four. 2 fois qu'il finit 3e. Bon, c'est anecdotique en NASCAR de finir 3e, mais quand même, cette année, il était pas loin. Ça s'est joué à Phoenix sur la fin où Ryan Blaney était en train de revenir sur Logano. Logano l'a dépassé. Ça s'est joué sur peu de choses. Hendrick Motorsport, c'est une très bonne équipe. Il connaît très bien la voiture 24 de laquelle il est. Ça fait sa 8e saison qu'il va entamer avec la Hendrick Motorsport. Il connaît la voiture, il connaît son crew chief. Enfin, le spotter, pour moi, il est dans les meilleurs éléments pour la gagner. Et puis même à 28 ans, je pense que c'est le moment ou jamais pour gagner avec lui. Avoir maintenant début de saison. L'année dernière, justement, il avait fait un excellent début de saison puisqu'il avait gagné le Daytona 500, donc vraiment, il n'avait jamais gagné, donc c'est
C'est historique. Et puis, Daytona qui est la course d'ouverture de la saison. C'est ça. Et puis, en qualif, il est excellent. L'année dernière, si on peut reciter Racing Reference, qui est vraiment la Bible de la NASCAR, il est parti en moyenne toujours dans le top 10. Sa position moyenne à l'arrivée, c'est 12,9e. Donc, en gros, il faisait toujours des top 13 à l'arrivée. Enfin, la solidité, la régularité, 3 victoires, 21 top 10 en 36 courses. 21 top 10 en 36 courses. On se rend pas compte de ce que ça fait. Ça fait un peu comme Max Verstappen à sa grande époque 2022-2023 à Red Bull, mais c'est impressionnant. Après, Christopher Bell se défend aussi. Voilà, moi ça c'est mon favori. Donc William Byron, c'est un monstre de régularité. Christopher Bell, on en a parlé juste avant, lui aussi est un monstre de régularité. 23 top 10 la saison dernière en 36 courses. Il tourne autour depuis 3 saisons. Il a fini respectivement 3e du championnat en 2022, 4e en 2023, 5e l'année dernière. Il est là, il connaît le chemin pour aller chercher le titre, même s'il l'a jamais gagné, mais il sait comment faire, il a déjà fait des finales. Maintenant, il lui manque juste cette capacité décisive en fin de championnat. Il lui manque ce petit truc qui lui manque sur les dernières courses pour aller chercher la finale, pour aller chercher le titre. Mais moi, je pense que c'est son année. Ça se défend. À voir maintenant que le meilleur gagne. Après, par contre, en termes de rookie et de constructeur, bon là, il n'y a pas débat. Je sais même pas si ça vaut le coup vraiment qu'on débatte longtemps dessus. Non, on va juste mentionner, pour les constructeurs, on a tous les deux dit Chevrolet, parce qu'ils sont invaincus depuis 2021. Ils gagnent 2 fois plus de courses que Toyota et Ford. L'année dernière, il me semble qu'ils gagnent 15 victoires, alors que Ford devait être à 8 et Toyota à 6. Et aussi, l'avantage, c'est qu'ils ont, encore une fois, comme on l'avait dit, la Hendrick. Ils ont aussi Colleague, avec AJ Allmendinger, qui est très bon sur circuit routier, donc qui pourra leur apporter potentiellement des victoires ou des top 5. La Richard Childress, avec, je ne parlerai pas du cas Austin Dillon ici, mais surtout Kyle Busch, qui, espérons-le pour lui, va retrouver la Victory Lane. Trackhouse également, avec Shane Van Gisbergen, dont on parlera juste après, qui va performer, Ross Chastain, Daniel Suarez, donc vraiment, même si la Ford a la front row, la Penske ou encore RFK, sur le papier, ils ont pas l'armada pour se défendre, on va pas se cacher. C'est ce que j'ai été en train de regarder. En 2022 et 2023, effectivement, Chevrolet gagnait 2 fois plus que Ford et plus que 2 fois plus sur Toyota. Non, pardon, je me trompe. Ils avaient à peu près 2 fois plus de victoires que le deuxième, c'était soit Toyota, soit Ford. La saison dernière, c'était plus serré, 15 victoires pour Chevrolet, 12 pour Ford, 9 pour Toyota. L'écart s'est un peu resserré pour Ford, mais est-ce que ça va être suffisant On n'est pas super convaincu. Pas encore. Pour moi, ça sera suffisant, mais sur une autre division qu'on étudiera rapidement par la suite. Sur laquelle on n'est pas d'accord. Par contre, sur les rookies, alors c'était pas très compliqué, ils sont que 2 cette année. Il y a Shane Van Gisbergen et Riley Herbst. Bon, on est tous les deux d'accord pour dire que c'est... SVG, il n'y a pas photo, voilà merci. On aime beaucoup Riley Herbst, on n'a rien contre lui, mais... Pour faire sa biographie rapidement, c'est un cas très intéressant. Il n'est pas américain, c'est un des rares non-états-uniens dans le championnat. Il est néo-zélandais, il a 35 ans, il est très expérimenté, parce qu'il a sillonné le monde sur des compétitions en V8 ou encore en GT avec pas mal de succès. Il a fait le Mans, on va pas se cacher, il a fait une fois les 24 heures du Mans. Il a fait les 24 heures de Spa-Francorchamps aussi en Blancpain. Il a une saison complète en Xfinity avec 5 podiums, il a fini 12e au général, c'était la saison dernière. Il a seulement 14 courses en Cup Series. Par contre, il a 2 podiums et surtout une victoire. Pour sa première course. Incroyable. Dès sa première course, c'était jamais arrivé dans l'histoire de... On peut dire qu'il a marqué son empreinte. Et t'as raison, je pense que sa première saison, officiellement, il est considéré comme rookie, mais il a déjà l'expérience. Sur les circuits routiers, il faudra toujours le regarder. Et vu qu'il y en a 5 ou 6 cette année, si je ne me trompe pas, toujours, il sera là. On a vu en Xfinity la saison dernière qu'il pouvait se débrouiller pas mal sur les speedways. Après, surtout, moi, c'est sur les 4 manches, les 2 à Talladega et les 2 à Daytona. J'ai peur qu'il manque un peu d'expérience pour se débrouiller dans le pack et avec la draft en super speedway, mais je pense qu'il se qualifiera aisément pour la phase finale. En tout cas, on est tous les deux d'accord sur ce point-là. On pense qu'il va se qualifier pour la phase finale. Plutôt tranquillement, ce qui pour un rookie, ça arrive, mais c'est pas non plus quelque chose qui est extrêmement régulier. Maintenant, on va passer à la stage 2, où on va parler de l'Xfinity et des Truck Series. On appelle ça aussi, dans le monde intime, l'instant barbecue tailgate.
par rapport au fait qu'ils sont organisés en NASCAR, puisque faut pas oublier que les pilotes en Cup Series, à un moment, ils n'ont pas démarré directement avec un baquet, un volant en Cup Series, ils sont passés par les divisions inférieures. Il y a aussi l'ARCA, qui est une division régionale qu'on n'évoquera pas ici. Mais le plus important, c'est la Xfinity et la Truck Series. Pour la Xfinity, c'est une sorte de deuxième division qui est apparue en 1982, d'abord sous le nom de Budweiser Late Model Sportsman Series, puis après on a eu la Busch Series, grande division, grande touring jusqu'en 2007, de 2008 à 2014 la Nationwide Series et Xfinity Series, donc depuis la saison 2015. Encore une fois, pas de constructeur supplémentaire, puisque on a une répartition du plateau avec Chevrolet, pour ne pas changer, qui se taille encore une fois la part du roi avec, on peut citer les écuries rapidement, Kaulig Racing, JR Motorsport, DGM Racing, Alpha Prime, Cobb Family, Richard Childress, SS Greenlight, Viking Motorsport, Young Motorsport, j'en passe et des meilleurs. Ford avec seulement trois petites écuries à son actif au moment où on tourne, AM Racing, Last Factory Team avec 2 voitures cette fois et RSS Racing qui emploiera les frères Kyle et Ryan Sieg. Toyota, une fois n'est pas coutume, avec Joe Gibbs, Sam Hunt, et on a encore une écurie, l'écurie Joe Gaze Motorsport, du nom du pilote éponyme Joe Gaze. On ne sait pas encore vers quelle écurie ils vont aller, mais pour moi, il n'y a pas photo. Le champion en titre, Justin Allgaier, et c'est Chevrolet. Les meilleurs rookies sont chez Chevrolet. Donc, on peut déjà dire que pour nos favoris, voilà, pour le titre constructeur, on va pas se voiler la face bien longtemps. Petit point sur les voitures rapidement, parce que c'est pas les mêmes voitures qui sont utilisées par rapport à celles de la Cup Series, puisqu'on a ici les Ford Mustang GT, des Camaro SS et pour Toyota, des Toyota Supra. Donc voilà, après en termes d'engine supérieur, on est sur la même chose, grosso modo, qu'en Cup Series. Pas grand chose à rajouter sur la présentation de la Xfinity, on pourrait en revenir ultérieurement quand la saison aura démarré, mais voilà, ça se résume à ça pour le moment. Donc pour la saison 2024, très rapidement, c'est Justin Allgaier qui a remporté le titre. Ça faisait plusieurs saisons qu'il tournait autour du pot, il a enfin confirmé tout ce qu'il avait montré sur les saisons précédentes. On attendait aussi beaucoup Austin Hill, qui finalement prend la 4e place, donc il était en finale, mais il s'est raté sur la manche finale. Il pourra se rattraper cette année, il n'y a pas de souci. C'est ça. Et alors, par contre, sur les principaux changements entre les deux saisons, on peut dire qu'il y a énormément on peut dire que ça sera peut-être moins dense en termes de concurrence cette année que l'année dernière. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont montées dans la division supérieure. On peut penser à Cole Custer et A.J. Allmendinger, qui ne sont pas des rookies en NASCAR Cup Series parce qu'ils ont déjà fait des saisons entières, mais qui ont fini 2e et 3e du classement général l'année dernière. Il y a aussi donc les 2 rookies en Cup Series dont on a déjà parlé, Riley Herbst et Shane Van Gisbergen, qui étaient aussi tous les 2 en playoff. Donc, il y a de la place pour aller chercher des playoffs, pour aller chercher un titre. Et il y a eu pas mal de changements du côté des têtes d'affiche. Sheldon Green, qui avait fini 6e la saison dernière, qui passe de Joey Gibbs Racing à la Haas Factory Team, donc qui passe de Toyota à Ford. Il y a aussi Brandon Jones, qui avait terminé... Non, lui, il n'était pas en playoff, mais il avait terminé 14e, il était aux portes des playoffs, qui passe de JR Motorsport chez Chevrolet à Joey Gibbs Racing, donc lui aussi change de motoriste. Et enfin, Sam Mayer, qui était 9e la saison dernière, qui passe de JR Motorsport à Haas Factory Team. Donc lui, il passe de Chevrolet à Ford. Donc beaucoup de changements de crèmerie parmi des gros noms cet hiver. À voir ce que ça donne. Mais ça annonce du changement, ça annonce des surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Oui, après avoir aussi à la rétrogradation, si on peut dire ça, d'Harrison Burton qui était sur la 21 de Wood Brothers l'année dernière en Cup Series. Il a d'ailleurs réussi à accrocher la dernière place qualificative pour le Round of 16. Des pilotes qui partent, que ce soit dans des divisions supérieures ou qui redescendent. Et la retraite aussi, j'y penserais, de Parker Kligerman qui l'année dernière a failli faire un gros coup, hein, finalement, en allant chercher des qualifications, mais qui aura échoué. En fait, il est surtout connu par le milieu parce qu'il est très sympathique et aussi parce que c'est lui qui fait des résumés aussi sur YouTube, la NASCAR. Donc voilà, on va le saluer. Non, pas vraiment, j'aurais tendance à dire de favoris, même s'il y a des noms, bien sûr, qui ressortent plus que d'autres, mais sur le coup, comme ça, avec le départ de Van Gisbergen, d'Allmendinger, de Herbst, etc., je pense que ça va être intéressant de voir à quoi va ressembler la saison. Parce qu'il y a quand même des pilotes
qui commence à se faire un nom, on va en situer par suite, mais voilà. Donc, comme pour la Cup Series, donc on va faire nos pronos et notre preview avec nos favoris pour les titres pilote, constructeur et rookie. Et comme pour la Cup Series, on n'est pas d'accord sur le pilote. Par contre, rookie et constructeur, on a le même avis sur qui va s'imposer. Donc pour les pilotes, toi, Marcas, tu estimes que c'est Creed qui va s'imposer? Oui, alors j'ai mis Sheldon Creed et maintenant que j'y pense après coup, je me dis j'aurais peut-être dû mettre Austin Hill justement. J'ai mis Creed parce que As, tout simplement, As Factory Team et en Xfinity en général ils sont pas mauvais, ils se débrouillent bien. Ford se débrouille bien aussi en Xfinity. En général, de saison en saison, ils s'améliorent puisqu'on peut voir que, si je ne me trompe pas, il a fait 6e l'année dernière. Bon, il a eu quelques anicroches, notamment à Martinsville il y a quelques saisons avec Austin Hill, justement, alors qu'ils étaient équipiers. Donc, pour ça, bien sûr, vous avez le droit de ne pas l'apprécier particulièrement, mais voilà. 7e en 2023, 6e en 2024. Pour moi, il peut faire le saut en finale cette saison. Encore une fois, il est plutôt bon en qualif. Pas de victoire. Toujours pas de victoire. C'est ce qui peut lui jouer des tours, malheureusement. Alors qu'Austin Hill a la régularité. Voilà. Pour moi, ça joue entre Creed et Hill. Sur le coup, je sais pas, quand on en a parlé avant, j'ai dit Creed, donc je reste sur Creed. C'est vrai que Austin Hill a une bonne tête de favori aussi. On a dit c'était peut-être le grand favori l'année dernière qui s'est un peu raté sur la fin de saison, mais il avait commencé en boulet de canon avec 2 victoires sur les 2 premières courses. Moi, de mon côté, j'ai mis Justin Allgaier, qui est le champion sortant, donc. La facilité. La facilité, mais en même temps, il est continuellement dans le top 5 depuis 2019. C'est un championnat qui semble quand même pas mal affaibli, donc on a déjà parlé des pilotes qui partent à l'échelle supérieure notamment. On a aussi parlé des pilotes qui sont des outsiders, voire un peu plus en fonction des sensibilités de chacun, pour le titre final qui ont changé d'écurie, alors que lui, il a plutôt privilégié la stabilité en restant dans son écurie. Donc je pense que peut-être que sur du long terme, les changements d'écurie de ses adversaires comme Sam Mayer par exemple ou Sheldon Creed, ça va leur servir, mais sur du court terme, c'est tout bénef pour Justin Allgaier qui va pas avoir besoin de temps d'adaptation, il va pouvoir performer dès le début de la saison et ça va lui donner un temps d'avance, je pense, sur le reste de la concurrence. Par contre, à suivre pour les saisons à venir, où ça sera pas la même histoire pour lui. Alors par contre, pour le constructeur, là pareil, on est tous les deux d'accord. Chevrolet, ils sont invaincus depuis 2017. Ça tourne à au moins 16 victoires depuis 2021. Alors, ils ont un avantage structurel, c'est-à-dire qu'ils ont 2 fois plus de voitures que leurs concurrents. Forcément, ça aide. Plus t'as de voitures, plus tu peux aller chercher de victoires. Rien d'autre à dire, Marcas? Rien à dire. Si c'est peut-être maintenant pour les rookies, on en a un qui se dégage du lot, bien sûr. J'aimerais bien juste citer, pour le plaisir, parce que j'aime beaucoup aussi, Christian X, qui était très régulier en Truck Series ces dernières années, qui va arriver cette année chez la Colleague Racing, donc qui plutôt se débrouille bien sur les routiers en général. Ce que je pourrais ajouter d'autre, c'est qu'il a fini en finale l'année dernière du championnat de Truck Series, donc même si c'est début, il a 24 ans, je me dis pourquoi pas, mais on va pas se le cacher, Jules, tu l'as bien dit, Connor Zilic, c'est le favori incontesté entre nous pour le titre de rookie de l'année. Voilà, tu vas pouvoir le dire, j'aurais rien à rajouter, mais c'est la pépite à voir. Le seul point que je mettrais, c'est voir si supportera la pression. Mais visiblement, jusqu'à présent, ça semble lui passer largement au-dessus, que ça soit depuis ses débuts en Mazda Cup, au 24 heures de Daytona, etc. Donc voilà. C'est vrai, on peut se demander si toute l'attente autour de son arrivée en Xfinity, est-ce qu'il va réussir à la supporter? On peut penser que ça sera pas un problème, mais on sait jamais. Ça arrive, les surprises. Bon, il a la tête d'un crack, très clairement. La saison dernière, il fait 4 courses en Xfinity. C'était ses 4 premières courses. 3 top 4, 1 victoire. Voilà. Il était au-dessus du lot. C'était ses débuts, c'était ses 4 premières courses. Même si en Truck Series, il a fait 6 courses la saison dernière, un seul top 10. C'était un peu décevant. On a l'impression qu'il était déjà plus taillé pour la Xfinity que pour les Truck Series. Oui, après on sait qu'il va faire ses débuts en Cup Series dès cette année, puisqu'en avril il va aller au Kota avec la Trackhouse Racing sponsorisée par
une fameuse marque de boisson énergisante autrichienne qui également sponsorise la F1, dont on ne citera pas le nom bien sûr. Mais voilà, à partir de ce moment-là, il a l'argent qui va derrière, puisque c'est une question d'argent, on va pas se le cacher aussi. Donc à partir du moment où il a ce sponsoring et ses équipes qui le soutiennent, oui, il a tout pour réussir et être la future étoile de la NASCAR. Ok, donc maintenant on va parler rapidement de la Truck Series, la 3e division. On n'a pas grand chose à rapporter de plus sur la présentation. Non, on peut juste dire qu'en gros c'est apparu en 1995 sous le nom de Super Truck Series, puisque ça c'est devenu Craftsman Truck Series, donc en gros de l'outillage professionnel de 96 à 2008. De 2009 à 2018, ils ont juste rajouté le côté World Truck Series, alors que bon, la plupart des pilotes restent américains, mais bon, comme dirait Noah Lyles, champion du monde de quoi finalement. Et ça a changé avec Condor R&V en 2019 et 2020, puis c'est redevenu Craftsman, enfin c'est juste des changements de sponsoring. En termes de voitures et d'écuries, on a encore une fois les Chevrolet, Ford et Toyota, et vous ne serez pas surpris, Chevrolet, encore une fois, domine toujours avec son groupe General Motors les écuries. Cette fois, par contre, c'est vraiment des pick-up que vous pouvez acheter aux États-Unis, puisqu'on retrouve le Chevrolet Silverado, le Ford F-150, le Toyota Tundra. Donc c'est drôle à voir parce que c'est vraiment des gros pick-up bien bodybuildés comme il faut. Pour les principales écuries, on peut citer avec Chevrolet Nice Motorsport, qui est historique en Truck Series, McAnally et Legeman, Spire Motorsport. Voilà. Pour le Ford, il y a les Ron Brothers, Front Row et Torchport, et c'est pour ça que Ford va être intéressant ensuite, j'en reparlerai par la suite, et Toyota se retrouve simplement avec l'équipe de Timmy Hill et Tricon Garage qui aura 4 ou 5 voitures cette année. Donc on va rapidement revenir sur la saison dernière. C'est Ty Majeski qui a été sacré champion. C'était son premier titre pour lui. Par contre, c'est pas du tout son premier titre pour son écurie, la Torsport Racing, qui est une des très très grosses écuries de la Truck Series, parce que c'était son 6e titre, le 2e d'affilée si je dis pas de bêtises, et le 3e en 4 ans. Oui, c'est parce que puisque Ben Rhodes était à l'époque déjà chez la Torsport. Vraiment, c'est l'écurie qui domine pour la Truck Series en tout cas. Du côté des mouvements pour l'intersaison, il s'est pas passé grand-chose. Il y a juste une chose qui a fait beaucoup parler dans les paddocks, Marcas, c'est l'arrivée de quelqu'un qui vient directement de la Cup Series, qui est un move qui se voit quand même assez rarement, quelqu'un qui passe directement de la Cup Series à la Truck Series. Bon, en général, quand on fait ce chemin-là et pas le chemin inverse, c'est que ça n'a pas forcément beaucoup marché en Cup Series, on va pas se le cacher. Après, Daniel Hemric, pour ne pas le citer, il a quand même été champion en Xfinity 2021, il a fait 2 fois la finale en 2018 et 2017. En 2019 et en 2024, il a fait 2 saisons complètes en Cup Series. Après, à voir. C'est la première fois depuis 2016 qu'il va revenir en Truck Series. Il va falloir qu'il se réadapte. Après, la voiture l'année dernière, quand c'était Christian Eck justement qui était au volant, c'était le meilleur truck sur la piste, on va pas se cacher. Est-ce que ça pourra permettre à Daniel Hemric de revenir un peu à un meilleur niveau ? Ça sera à surveiller. Aussi, un dernier pilote qui revient, qui était un peu un fan favorite, c'est cette fois en Xfinity, c'est chez Viking Motorsport, le retour du fameux Matt Di Benedetto. À voir, puisqu'on a une autre rubrique que vous verrez, mais on en parlera un peu plus pour le moment. Constructeur, là, il y a du débat. Ouais, donc juste pour préciser, Daniel Hemric, il a signé chez McAnally Hilgerman Racing, qui est motorisé par Chevrolet. Donc, on va rapidement parler des favoris. Alors, pour le titre, on n'est pas d'accord. En fait, cette fois-ci, on est d'accord sur rien du tout. Comme ça va mettre un peu de débat. Moi, pour les pilotes, je vois Ben Rhodes gagner, tout simplement parce que, donc, on parlait de Joey Logano tout à l'heure, qui a tendance à gagner, qui gagne que les années paires. Lui, c'est simple, il gagne les Truck Series lors des années impaires. Vainqueur en 2021, vainqueur en 2023. A priori, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas vainqueur en 2025. Surtout que, comme on l'a dit, il est dans une des meilleures écuries du circuit. Ça reste un pilote très fiable, très solide. Il n'y a pas de raison qu'il ne retourne pas chercher un titre. Et si jamais il ne va pas chercher le titre, il sera certainement pas très loin. D'ailleurs, par exemple, il a fini deuxième. Deuxième en 2022, si. La saison dernière, il était moins bien. Pas de victoire pour la première fois depuis 2010. Donc, ouais. Après, moi, maintenant,
je l'aime beaucoup aussi, j'aime bien qu'il gagne, c'est Grant Enfinger. Parce que depuis le temps qu'il est là, ça fait 12 ans. Il est arrivé en 2010 pour sa première course. À l'époque, il a jamais gagné. Il y a une saison, en 2023, la finale était catastrophique. C'est là où on a montré que c'est des fils à papa pour la plupart. Des filles à papa, c'est que ça s'est craché dans tous les sens. Une quantité faramineuse de drapeaux jaunes. Il est remonté, mais il a échoué. Donc il finit vice-champion. Mais voilà, c'est simple. Depuis 2017, hormis en 2021, il a toujours fini dans le round of 8 au pire. 2023, vice-champion. L'année dernière, encore une fois en finale. 2020, encore une finale. Donc pour moi, cette année, c'est son moment. Après avoir, parce qu'il a changé, il est passé CR7 Motorsport. Mais ça a plutôt bien fonctionné l'année dernière. Il finit 4e encore, c'était solide. 2 victoires, plus 2 troisième places, 2 deuxième places. Ouais, après justement, l'année dernière, il est pas mal. Il était déjà là en 2021, il avait fait quelques courses, dont une 4e place et 2 7e places à Las Vegas. Ça peut se défendre. À voir que j'espère pour lui en tout cas que ça va s'améliorer. En tout cas, c'est un des noms à suivre clairement cette saison. Il reste sur 2 finales d'affilée. Ça pourrait être récompensé. Il arrive quand même à 200 courses en Truck Series cette année. Ça démontre une longévité assez importante dans la catégorie qui est plutôt rare. Même s'il a jamais eu trop sa chance à l'étage supérieur. Au niveau des constructeurs, on n'est pas d'accord et c'est une petite surprise. Toi, Marcas, tu vois Ford mettre fin à la domination de Chevrolet. Ouais, parce que j'ai rien contre Chevrolet, hein, mais non, Ford, parce qu'ils ont la front row, ils ont Torsport qui est l'une des écuries les plus dominantes de la Truck Series. Après, j'ai dit ça aussi pour avoir un peu de débat, on va pas se le cacher. La front row, ils ont Len Riggs, qui était un très bon rookie la saison dernière. Chandler Smith aussi, qui peut se défendre. L'acteur de Malcolm in the Middle aussi, Frankie Muniz, qui va arriver chez Ram Brothers, et surtout la Torsport, Matt Crafton, Ty Majeski, Ben Rhodes, que des champions. On n'oubliera pas Jake Garcia, le 4e pilote, mais voilà, pour moi, c'est l'année ou jamais pour Ford pour mettre fin à la domination de Chevrolet, sachant que l'année dernière, ça s'est pas joué à grand chose, puisqu'au final, Ford aura eu que 5 victoires et finira dernier du championnat, donc ça peut paraître pessimiste, mais pour moi, je me dis que à voir comment le F-150 fonctionnera en 2025 avec les nouveaux circuits, puisqu'il y a des nouveaux circuits en Truck Series cette année, mais voilà, pour moi, ça peut être fort. Bon, franchement, je vois pas un monde où Chevrolet ne peut pas gagner. De saison 2023, 14 victoires, et seulement 6 pour Ford et 3 pour Toyota. Donc Chevrolet avait plus gagné que Ford et Toyota réunis. Exactement pareil en 2024. 12 victoires pour Chevrolet, 6 pour Toyota, 5 pour Ford. Il y a trop d'avance pour Chevrolet pour que les autres puissent venir les embêter au sommet du classement. Surtout que Chevrolet a le même avantage sur ces deux concurrents qu'en Xfinity, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de pilotes et beaucoup plus de voitures engagées que Ford et Toyota. Tu ne vis que pour les chiffres, Jules, que pour les stats. Il faut vibrer un peu, voyons. Et en plus, dans ces pilotes-là, il y a par exemple Grant Enfinger, le favori de Marshall Marcas. J'ai pris un nom au pif, hein, évidemment. Toujours. Il y en a d'autres. Il y a d'autres gros pilotes qui peuvent aller gagner plusieurs courses. Je vois mal. Peut-être que Ford et Toyota seront plus proches cette année de Chevrolet que les années précédentes, mais c'est pas encore leur année pour les détrôner, je pense. Et on va passer aux rookies maintenant. Alors, beaucoup de rookies en Truck Series, 7, comme en Xfinity. Et toujours pareil, là, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai donné la prime à l'expérience avec Connor Mossack, qui compte déjà 28 courses en Xfinity et 11 en Truck Series, et une trentaine de courses en ARCA où il s'était montré très solide, avec un certain nombre de podiums, de top 5. Donc, c'est le rookie qui a le plus d'expérience, c'est celui qui va mettre le moins de temps à s'adapter, je pense, à
à l'exigence de la compétition, parce qu'il faut pas oublier qu'il faut quand même aller faire des courses quasiment toutes les semaines, et c'est pas forcément facile Physiquement, non, on peut le dire. physiquement, et puis faut être préparé, et quand un rookie qui arrive sans avoir fait de course ou quasiment aucune, peut avoir plus de mal à se mettre au rythme de la Truck Series. Donc c'est pas forcément le crack ultime, il y a certainement des rookies qui sont meilleurs que lui, mais il a l'expérience pour faire la différence cette année, et par contre, arrivé en deuxième année, les rookies de cette année seront certainement meilleurs que lui, je pense. Oui, alors moi, je pense aussi que ça sera Connor Mossack. Après, j'aurais tendance à dire Frankie Muniz. C'est juste par blague, c'est parce que c'est le rookie le plus connu qui a 39 ans, l'acteur de Malcolm in the Middle, qui va démarrer en Truck Series. Plus sérieusement, je vois bien. Entre nous, on n'y croit pas trop. Entre nous, on n'y croit pas trop, mais il fallait le citer. Voilà, il fallait le citer. On n'oubliera pas du coup, bien sûr, contractuellement, de citer les autres rookies éligibles. Tony Breidinger chez les femmes, Andrés Pérez de Lara, Christian Rose, et mon favori chez Tricon, Joe Ruggiero, parce qu'il est jeune, il a toute la fougue de la jeunesse, bien sûr. Mais aussi parce que, alors pour le coup, je dis qu'il n'y avait pas que les stats dans la vie, mais je pense qu'en 2024, si on regarde que les stats, justement, 9 top 10 en 10 courses d'Arca Menard Series. Voilà. 7 top 5, 3 deuxième places. En général, il partait 4e de la course pour finir 5e. Voilà. Je sais que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, mais il faudra pas l'oublier dans l'équation. On n'oublie pas dans l'équation non plus aussi, je pense, Andrés Pérez de Lara, qui est un pilote mexicain de 19 ans, très jeune. Par contre, il a déjà un petit background. Sur les 2 dernières saisons, il finit 2e puis 1er d'Arca, qui est quand même très solide, ce qui montre en général le potentiel des jeunes. Il a que 2 courses à son actif en Truck Series. Sa première course, il termine 9e, ce qui est quand même pas mal. Il avait fait de la Formule 4 Amérique du Nord et latine. Pas mal. Il a fait la monoplace. Et il avait fait de la monoplace. Il avait fini 3e du classement. C'était son unique saison. Donc il y a un joli potentiel. Peut-être qu'il va être un peu trop juste pour cette saison, parce que la saison de Truck Series est quand même beaucoup plus longue que celle d'Arca. Mais c'est un nom à suivre et à retenir pour les années à venir. Bah écoute, Marshall Marquez, je te propose maintenant que nous passions au Stage 3, le Checker Flag. Bien sûr, la victorienne, appelez-la comme vous voulez. Avec aussi le red flag, c'est-à-dire, en gros, on va vous dire rapidement pour les 3 séries, le pilote qui va nous marquer depuis le dernier épisode et le pilote qui a été catastrophique selon nous, sachant que là, on va faire pour la saison, la surprise et le fail de la saison. Si je me permets de commencer en Cup Series, alors ça va faire jaser, ça a amené beaucoup de discussions parmi les auditeurs et auditrices, mais Denny Hamlin, pour moi, va être le flop, la bulle, le mauvais élève de cette saison 2025, de cette rentrée des classes 2025. Non seulement parce qu'il a perdu son sponsor historique FedEx, mais aussi parce qu'il est plus, j'ai plus senti le même Denny Hamlin qu'avant. Ça reste un pilote qui n'a aucun titre à son actif, alors que ça fait pourtant depuis 2005 qu'il a commencé sa carrière en NASCAR. Il a jamais concrétisé. L'année dernière, éliminé au round of 8, dernière finale en 2021, il en a enchaîné 3, 2019 à 2021, mais il a jamais réussi à gagner. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'à bientôt 46 ans, bon, il a eu 45 ans, il a eu 44 ans en novembre. Pour moi, à un moment, il est temps de laisser sa place, Denny. Hein, il faudrait peut-être se reconvertir. En plus, on rappelle qu'il est aussi copropriétaire de la 23 XI avec Michael Jordan. Donc, voilà. Par contre, en revanche, la personne sur qui je miserais en bonne performance, et je vois même carrément se qualifier en round of 16 et en playoff, c'est Carson Osbar. L'année dernière, meilleur rookie. Il aura fait quand même 6 top 10 en 2024. Donc pas mauvais, sachant qu'il est passé directement de la Truck Series à la Cup Series, ce qui est assez rare, sachant qu'il avait fait finaliste en 2023 pour sa dernière saison de Truck Series. Mais voilà, je pense avec la Spire Motorsport et la 77, il a fait une bonne fin de saison. Il a fait podium notamment sur le routier à Watkins Glen, top 10 à Austin Miami, top 10 au Michigan, à Richmond. Donc il se débrouille plutôt pas mal sur les
les speedway classiques, 8e à Gateway, top 10 également à Fort Worth. Pour moi, voilà, ça sera la bonne surprise de cette saison après sa belle saison rookie. Et toi, alors, Jules, est-ce qu'on est d'accord ou encore une fois déjà, c'est vrai que mettre Denny Hamlin comme flop, c'est un peu osé quand même. Ça reste un pilote très solide sur lequel on peut compter saison après saison. Personnellement, je le vois 5e à l'issue de la saison. Allez. Donc on n'a pas du tout le même avis sur ça. Carson Hocevar, effectivement, ça peut être une belle surprise de la saison. Je le vois également dans le round of 16, mais pas au-dessus. Mais pour moi, ça va pas être ça la grosse sensation de la saison. La grosse sensation de la saison, ça va être, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais Van Gisbergen. Je le vois clairement aller dans le round of 8. Je l'ai mis 8e, mais j'exclus pas le fait qu'il puisse aller encore plus haut. Il a quand même pas énormément d'années devant lui. Il a beaucoup d'expérience. Va falloir qu'il ne traîne pas trop en route s'il veut aller chercher un titre. Donc, je pense qu'il va montrer dès la première année qu'il est très en forme, qu'il a très faim et qu'il est prêt à tout donner pour aller chercher un titre. Et dans mon flop, bon, j'avoue, j'avais pas trop d'idées pour le flop. J'ai du mal à voir qui pourrait flopper cette année. Donc, j'ai mis Tyler Reddick, qui a fini l'année dernière à la 4e place. Je pense que cette année, il va se rater. Il va pas être en play-off. Une saison sans, ça arrive à tout le monde pour repartir sur un nouveau cycle. J'avoue que je n'ai pas beaucoup plus d'arguments. C'est difficile de voir avant le début de la saison qui peut vraiment flopper cette saison. Après, en Xfinity, par contre, on est d'accord. Connor Zilic, comme bonne surprise. Il va réussir sa saison. Voilà, de toute façon, on a déjà développé les arguments avant. À partir du moment où on pronostique un rookie en play-off, en général, ça peut être qu'une surprise, même si lui, c'est un rookie qui est quand même très attendu. Après, par contre, pour les flops, il y a plus matière à discussion. On va pas parler de flops, c'est un peu méchant, mais plutôt parler de déception. Ça serait plus adapté. Je pense que ça sera. Encore une fois, j'aime beaucoup faire jaser. On découvrira ça au fur et à mesure de ce podcast, mais pour porter la discussion, Matt Di Benedetto. Parce qu'il est revenu en 2024 à temps partiel, puisqu'il n'a fait que 28 courses sur 33 pour 3 petits top 10, un seul tour mené. Donc voilà, il a plus roulé en Cup Series depuis 2021. Il est chez une équipe Viking Motorsport que je ne connaissais pas, alors que pourtant ça fait depuis 2016 que je suis la NASCAR 2017. Donc bon, très honnêtement, ça sera la déception de l'année. C'est plutôt un retour marketing, j'aurais tendance à dire. C'est peut-être méchant, mais c'est ce que je vois pour le moment. Et en même temps, avec lui, on peut pas exclure une dinguerie, même si effectivement son retour est empreint de beaucoup de doutes. Faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a connu les playoffs à une reprise en Cup Series. Donc s'il revient sur un niveau plus faible, on lui pardonnera, mais on peut penser qu'il sera au niveau directement. Oui. Après, c'est une écurie qui vient d'arriver, hein, donc faut pas oublier. Je pense qu'il est là surtout pour le développement de l'écurie plus que pour les victoires à la fin et les résultats, les performances. Hein, c'est pour améliorer le développement d'écurie pour plusieurs saisons. Voilà, peut-être que finalement, il est là pour du long terme. Donc, s'il est pas en playoff cette année, est-ce que ce sera vraiment un flop? Il est aussi là pour développer l'écurie sur du long terme. Ça semble pas choquant à mes yeux, et pas une déception si jamais il est pas en playoff. Moi, alors, je vais mettre comme déception Sammy Smith, qui avait fini l'année dernière 11e. Alors, il est plutôt en progression ces dernières années. Il me semble que c'est sa 4e saison en 2025. Il est passé de Toyota à Chevrolet en 2024. Ça lui a été super bénéfique. Par contre, il a eu des très bons résultats tout au long de la saison régulière. Et malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à transformer ça lors des phases finales. Je reprends ses résultats sous les yeux. Il avait quand même 2 podiums, 4 podiums dont une victoire, 2 5e places, une 4e place. Donc c'était quand même très solide. Et il n'a pas réussi à transformer l'essai en playoff. Donc il y a sa victoire, il y a une 2e place aussi. Mais il s'est raté plusieurs fois. Il est sorti 3 fois du top 20 en 7 courses. C'est quand même beaucoup. Et notamment lors des étapes éliminatoires
qui était décisif pour lui. Donc ça a peut-être pu mettre du doute dans sa tête sur sa capacité à s'installer en haut de la hiérarchie, et ça peut vite lui pourrir la saison. Donc attention à lui. Si jamais son début de saison est pas réussi, ça peut être très long pour lui cette année. Et donc pour les Truck Series, là pareil, on n'a pas mis les mêmes noms. Moi en surprise, j'ai mis Matt Crafton. Alors normalement, je devrais pas le mettre en surprise parce que c'est une légende des Truck Series. Il a été 2 fois champion 2013 et 2050. Mais 2050, hein, tu vois vachement loin. Il a été. Putain, si tu t'appelles Madame moi dis-moi parce que j'aimerais bien miser. J'ai bugué, pardon. Donc il a 2 titres de champion 2013 et 2014. Et pour la première fois depuis 2006, l'année dernière, il a raté le top 10. Donc il y a beaucoup qui commencent à se dire, ah ça y est, le vieux est sur le déclin, c'est la fin pour lui. Si je peux me permettre, il a fait un back-to-back en 2013-2014. Il a aussi gagné un 3e titre en 2019, ce qui fait de lui l'un des pilotes avec le plus de titres en Truck Series. J'avais pas noté celui de 2019, j'avais oublié celui-là. Donc tout le monde se dit, ça y est, Papy est sur le déclin, il est finito. Je pense que il regagnera plus de titres. Sur ça, on est d'accord. Moi, je pense qu'il va aller en playoff cette année. Ça va être une jolie petite surprise de le voir en playoff. Et après, on verra bien une fois qu'il est en playoff. Il a l'expérience pour passer des tours. Ça peut se défendre. Moi, j'ai mis en surprise Kaylen Honeycutt, qui a fait quelques courses. Il est déjà à 34 courses en 3 saisons en Truck Series. La saison dernière, il a commencé à faire pas mal de top 10, quelques top 5 par-ci, par-là. Et honnêtement, je le vois bien parce que je pense que c'est un pilote chez Nice Motorsport, donc une écurie rodée à la Truck Series. Et puis, honnêtement, il a fait tout. Il a recouru sur terre, sur asphalte. Il a réussi à obtenir un siège en Truck Series. Donc, pour moi, je pense que ça peut être la surprise de la saison. Il ira pas forcément en playoff, mais il peut y aller. Après, en revanche, en termes de personnes qui risquent de me décevoir, alors que pourtant, c'est pas quelqu'un auquel on pense forcément, mais Tyler Ankrum. Tyler Ankrum, tout simplement, puisque même s'il est encore jeune, on rappellera qu'il est né en 2001, mais il reste constamment, d'une année sur l'autre, en Truck Series. C'est l'un des plus gros vétérans. Et il a eu de la consistance, il s'est amélioré, mais il a changé beaucoup d'écuries auparavant. Il va rester avec Mac Anali Ilgerman Racing cette année. On peut espérer pour lui qu'il va se remettre en place, mais pour moi, je sais pas pourquoi, mais voilà, il a jamais gagné un titre. Il a jamais fait mieux que 8e au championnat l'année dernière et aussi dans sa 2e saison en 2019. Pour moi, voilà, je n'ai rien contre lui, mais je pense que ça sera pas son année. Et que voilà, ça a été un espoir, un faux espoir. La prophétie n'était pas vraie. Alors moi, côté déception, j'ai mis Raja Carrot. Oh non, jeune américain. C'est impossible, ça. On va pas s'entendre, pas Raja. En vrai, c'est un peu comme la Cup Series. C'est difficile de prédire un vrai flop cette saison. Lui, il a changé d'écurie entre 2023 et 2024. Ça lui a été super bénéfique. Il est passé de la 16e à la 7e place en un an. Il a gagné sa première course. Il a fait un autre podium. Mais peut-être que la progression cette année peut s'arrêter, peut stagner. Et peut-être qu'il n'ira pas en playoff. À voir s'il a appris un peu de la saison dernière. S'il est capable de se montrer peut-être un peu plus régulier. C'est ce qui lui a manqué un peu sur la saison dernière. Il était capable d'enchaîner 4 top 10 et puis après de faire 31e la course d'après. Donc à voir s'il est capable de gagner en régularité. J'en suis pas complètement convaincu. Peut-être qu'il lui faudra une saison supplémentaire pour vraiment performer. Surtout que contrairement à la Xfinity, on disait qu'il y avait eu beaucoup de renouvellement. Beaucoup de personnes à partir et de personnes à changer d'écurie. C'est pas trop le cas en Truck Series cette année. Ça a pas énormément bougé, donc affaire à suivre. Ça va être peut-être un peu plus compliqué de monter dans la hiérarchie s'il monte pas son niveau. Maintenant, après beaucoup d'informations,
on va rapidement conclure sur la Victory Lane et nos quelques rubriques. Donc c'est l'heure de passer à la dernière partie de notre épisode, la Victory Lane. On va faire un peu un pas de côté pour sortir du côté très course et parler un peu de choses autour. On va d'abord faire un focus pilote. C'est quelque chose qu'on va faire à chaque épisode. On tire un numéro au hasard et on se fait un petit portrait de ce pilote en quelques minutes. Donc pour ce premier épisode, on a tiré Cole Custer. Ouais, on a tiré le numéro 41. Cole Custer, rapidement, il est né le 23 janvier 98. Il est né à Ladera Ranch, donc dans l'État de Californie. C'est notamment le fils de Joe Custer, qui est le team président de Stewart Haas Racing. Tiens, il est aussi à la Haas Factory Team. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. Et oui, en effet, Gilles. Après, on peut rapidement, peut-être, pour ce focus pilote, rappeler juste les statistiques de Cole Custer dans sa carrière. Ça peut être une bonne idée. Donc, il a commencé en Cup Series pour la première fois en 2018 avec 3 courses chez la 51 de Rick Way Racing, puis il a fait 3 saisons complètes chez la Stewart Haas Racing de 2020 à 2022. Après, il a fait quelques piges en 2023 à nouveau chez Rick Way Racing et il fait son grand retour en 2025. Pour le palmarès de notre petit Cole Matthew Cawthon, ce dernier roule bien sûr chez la Haas Factory Team, aura comme crew chief Aaron Kramer, comme sponsor Haas Automation, HaasTooling.com. Il a été champion Xfinity en 2023, vice-champion, tenez-vous bien, en 2018, 2019 et 2024. Il a fait également une participation au playoff de Cup Series en 2020. Pour ses stats, il a fait une victoire, 2 top 5, 12 top 10 et une pole en 5 saisons de Cup Series, 15 victoires, 69 top 5, 119 top 10, 21 poles en 176 courses de Xfinity sur 8 saisons. Et enfin, pour la Truck Series, 2 victoires, 9 top 5, 24 top 10 et 5 pôles. Tout ça sur 3 saisons de Truck Series. Pour un aspect plus personnel, parce que c'est vraiment ce qu'on souhaitait faire avec ce focus pilote. En 2015, Cole Custer c'est devenu tout simplement le plus jeune vainqueur sur Super Speedway dans l'histoire de l'ARCA, alors qu'il avait aussi été le plus jeune poleman de l'histoire de l'ARCA à Daytona en 2016. Il a été élu Rookie de l'année en Cup Series en 2020. Il a gagné à Kentucky en 2020 lors du Quaker State 400 présenté par Walmart. Après, pour un côté plus fun, tous les jours, il conduit un Ford F-150, bien sûr. Sa première victoire, c'était quand il avait 14 ans en Californie à Blaze Speedway. Son fan en termes de pilote, c'était Jason Leffler. Il a une petite routine, c'est marrant, enfin un peu comme tout le monde, un peu comme la chaussette gauche, la chaussette droite. C'est lui vraiment, il va toujours aller marcher sur la pit road avant la course et avant l'introduction des pilotes. Il va toujours mettre sa chaussure et ses gants à droite avant de les mettre à gauche. Chacun ses petits réglis, bien sûr. Sa course favorite, c'est l'Auto Club Speedway à Fontana, toujours en Californie. C'est là où il a gagné sa course, comme il le dit lui-même, d'Xfinity en 2019 et qu'il a battu Kyle Busch par à peine 2 secondes. Il aime beaucoup faire du golf quand il a le temps. Voilà, c'est un grand fan de golf. Il a un chien appelé Oni. Et selon lui, s'il n'avait pas fait pilote de NASCAR, il aurait travaillé en tant qu'ingénieur dans une écurie. Et sinon, il aime beaucoup aller faire des randos autour des lacs. Et c'est principalement ce qu'on peut vous dire de Cole Custer, bien sûr. Qui est donc un fils à papa, mais qui a son talent quand même pour la course automobile. Oui, pas si mal, voilà. Il mérite quand même plutôt sa place en NASCAR Cup. C'est pas comme d'autres qui sont arrivés là juste parce qu'ils avaient quelqu'un dans un paddock qui leur a dit j'ai une place pour toi. Lui, il est quand même allé chercher. Oui, et puis voilà, c'est des petits fun facts qu'on trouve à droite à gauche pour un peu personnaliser et faire en sorte que vous appréciez, et peut-être créer votre envie de suivre un pilote préféré. Il a dit lui-même lors d'une interview que sa peinture préférée c'était la Kevin Harvick Good Wrench, à l'époque où Kevin Harvick pilotait la voiture numéro 29 chez Richard Childress Racing. Donc on vous laissera aller regarder ses peintures de vous-même, puisque
De temps en temps aussi, on fera des petits points sur les peintures de voitures qui sont assez cocasses. On ne doit pas se le mentir parfois, avec Bob l'éponge notamment, ou encore des films d'Hollywood. Mais voilà, c'est drôle, c'est toujours pour s'amuser. Et donc, pour terminer ce podcast, on va vous parler d'un record de la NASCAR. On fera souvent ça pour terminer le podcast. Aujourd'hui, on va s'intéresser au record du nombre de titres pilotes en NASCAR Cup. Alors, il y a 3 pilotes qui sont à égalité et qui ne sont plus en activité. Ou depuis belle lurette. Hein, voilà. Ah, alors, quoique, il y en a un qui fait encore voilà, il y en a un ça dépend. Et les 3 ont remporté, tenez-vous bien, 7 fois la NASCAR Cup. Le pilote en activité qui est le plus titré actuellement, c'est Joey Logano avec 3 titres. Toujours, forcément. Qui d'autre? Sachant que son premier titre était en 2016. Donc 2018. 2016, il finit vice-champion. Ah oui, pardon. 2016, c'est le dernier titre de Jimmy Johnson, du coup, justement, qui est parmi les pilotes septuple vainqueurs du championnat. Donc Joey Logano a encore du taf pour entrer avec ses légendes. Facilement. Le premier, c'est Richard Petty, qui a gagné les titres en 1964, 67, 71, 72, 74, 75 et 79. Donc très rapproché notamment entre 71 et 75. C'est le premier pilote à avoir remporté 4 titres en NASCAR. Il est 2 fois deuxième en 62 et 63 avant de remporter sa première couronne. C'est une légende de la NASCAR. Il a disputé, tenez-vous bien, 1184 courses en NASCAR Cup pour 200 victoires. Donc il a quand même un ratio de une victoire tous les 6 courses. C'est pas mal. C'est pas mal, on va pas se le cacher. Il a piloté jusqu'en 1992, mais ses dernières saisons étaient plutôt poussives quand même. Dernière victoire en 1984. On rappelle qu'il a pris sa retraite en 1992. Son dernier top 10 au classement général, c'était en 1987. Son dernier titre, c'est en 1979. Et, clin d'œil du destin ou pas, l'année suivante, c'est un certain Dale Earnhardt qui va gagner son premier titre. Et lui aussi va en remporter 7 des couronnes en NASCAR Cup. Donc entre 1980 et 1994, avec donc pour être très précis en 80, 86, 87, 90, 91, 93 et 94. Lui, il a commencé la NASCAR en 1975. Il est champion pour sa première saison complète, ce qui n'arrive quand même que peu. Malheureusement pour lui, il meurt en ouverture de la saison en 2001 à Daytona. Course où il a mis beaucoup de temps malheureusement à gagner, donc c'est vraiment une fin tragique pour lui puisqu'il est mort sur le circuit qui lui a donné le plus de fil à retordre à gagner. Et vous trouverez facilement sur YouTube notamment ou Dailymotion les vidéos quand il a gagné à Daytona, vraiment toutes les écuries étaient contentes pour lui. Mais tout le monde. Il a gagné à Daytona en 98, il aura fait une pole en 96, il aura fait plusieurs fois deuxième, troisième, quatrième, cinquième, enfin il aura fait quasiment toutes les places du top 10, une victoire. Et alors, pour l'anecdote, enfin c'est très morbide, mais en 2001, le jour de son essai, il aura quand même été classé vu que son accident mortel arrivera dans le dernier tour. Exactement, dans le dernier tour de course c'est déjà terrible de mourir en pleine course automobile et encore plus dans le dernier tour de la course. C'est ça, encore plus, sachant que le vainqueur et le deuxième de la course sont Michael Waltrip et son fils Dale Earnhardt Jr. de sa propre écurie, la DEI, la Dale Earnhardt Incorporation, puisque en fait, il a voulu défendre derrière pour laisser son fils et son équipier aller chercher la victoire. Donc, dans un geste sportif, malheureusement, ça lui aura coûté la plus chère des choses. Et encore plus terrible, en fait, il était compétitif jusqu'à sa mort. Lors du championnat en 2000, il termine 2e du classement général avec 10 podiums, ce qui était une performance plus qu'honorable. Et enfin, le 3e pilote à 7 titres, c'est Jimmy Johnson. Donc lui, il a été assez rapide pour gagner ces 7 titres, il les a fait en 10 ans. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Paf, seul pilote à avoir fait 5 titres d'affilée, ça c'est fait. Et enfin 2013 et 2016 pour ces 2 derniers titres. Lui, il a mis plus de temps à gagner. Sa première saison complète, c'est en 2002. Il est champion en 2006, donc il a eu besoin de 5 saisons pour s'imposer. Par contre, entre sa première année et 2013, il a toujours été dans le top 6 du classement général, ce qui démontre une très très grande régularité de sa part. Alors lui, non seulement il est toujours vivant comme Richard Petty, mais en plus il court toujours en Cup Series. Néanmoins, il court que quelques courses dans l'année, plus pour le prestige, pour le fun. Par contre,
il est souvent moins considéré que ses deux illustres aînés, et parce que la légitimité de son record est parfois remise en cause, parce que il aurait pas pu gagner 7 titres au vu de ses résultats. Au vu du format, voilà, encore une fois, si jamais la chase avait pas été instaurée. Donc il y en a qui disent qu'il n'est pas un aussi grand champion que Dale Earnhardt et Richard Petty, tout simplement parce qu'il a profité d'une règle dont n'avaient pas profité les deux qui avaient gagné. Et aussi, on peut ajouter que sans ça, c'était Jeff Gordon, qui est lui le seul pilote juste en dessous avec 4 titres au tournant entre les années 90 et 2000, qui aurait eu potentiellement 7 titres. Donc voilà, comme quoi, juste, vous changez le règlement, ça change le palmarès de toute une discipline. Mais voilà, et aussi, petite anecdote pour Richard Petty, c'est lui qui a inspiré la voiture bleue 43, parce que c'était son numéro du King dans Cars, puisque lui-même était surnommé The King, le roi. Voilà, c'est simple, ça veut dire ce que ça veut dire. Et n'hésitez pas, si vous avez l'occasion prochainement, d'aller regarder sa bataille incroyable contre Bobby Allison lors du Daytona 500 1980. Comme ça, on fait une petite preview de notre prochain épisode déjà. En quelque sorte, c'est un épisode pilote. Et on espère que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup pour l'accueil, mon cher Starter Jules. Ça fait vraiment plaisir de travailler avec toi pour ce podcast qui, on l'espère, durera longtemps, n'est-ce pas ? Le plaisir est partagé, Marshall Marcas. J'espère aussi qu'on ira loin avec ce podcast, on verra. Aussi loin que l'histoire du Daytona 500. Ça serait beau, ça serait beau. Ça va demander de s'accrocher quand même pour arriver à ce niveau-là. Et donc ouais, on espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour vous faire la preview du Daytona 500, qui est la course la plus prestigieuse. Puis c'est enfin le retour de la NASCAR, c'est ce qu'il faut dire quand même. Exactement. Sur ce, on vous souhaite bonne journée, bonne soirée en fonction du moment où vous nous écoutez. Salut!